Merci de venir à cette conférence mensuelle que la FMES organise en coopération avec l'Université de Toulon, que je remercie évidemment chaleureusement de nous accueillir. Aujourd'hui spécialement mercredi, puisque notre intervenant c'est plus compliqué pour lui de jeudi. Et nous allons, on a toujours un peu de nez à la FMES parce que on voulait parler de la Syrie et comme vous le savez, la crise syrienne repart et notre intervenant y était encore il y a quelques jours et il a dû partir un peu précipitamment pour éviter d'être bloqué sur place. On aurait eu une conférence en visio. Il y avait un petit côté, ça aurait été assez original, mais finalement moins facile pour les interactions avec le public. Donc aujourd'hui, on va parler non seulement du Moyen-Orient, mais plus précisément de la Syrie, avec un expert de la question, c'est Fabrice Balanche, qui est maître de conférences en géographie à l'Université Lyon 2, qui est chercheur au Washington Institute for Near East Policy, qui est un expert en fait de la Syrie, du Moyen-Orient en général, de la Syrie en particulier. Et il a commencé à travailler sur cette question depuis 1990, date de la fondation de la FMES. Donc vous voyez, les grands esprits travaillaient sans se connaître déjà de concert. Il a vécu plus d'une dizaine d'années entre la Syrie et le Liban. Il y va très régulièrement. C'est un des rares chercheurs français à avoir presque en permanence continué à aller sur le terrain, y compris dans des conditions difficiles. Il rentre juste de Syrie et d'Irak, puisque tu as dû raccourcir ta présence pour cause de guerre, pour cause de reprise des combats. Il est lauréat du prix géopolitique de la FMES 2024 pour un livre passionnant qui s'appelle Les leçons de la crise syrienne, qui était aux éditions Odile Jacob et il doit y avoir encore quelques exemplaires en vente à la sortie de cette conférence, si vous le souhaitez. Et quand on a décidé avec Fabrice de venir vous présenter, vous parler de cette problématique syrienne, elle était tiède, elle est en train de se refroidir, et donc il a intitulé sa conférence Leçon de la crise syrienne, la fin de l'hégémonie occidentale. Donc ça c'est le sujet global qui est le fruit de la suite de ces 10 années de guerre qui s'étaient terminées. Mais aujourd'hui, il y a une actualité particulière, donc qui, à mon avis, ne contredisent pas du tout les analyses que tu avais faites avant, voire même au contraire les confirment. Et donc, il va nous parler de ce qui se passe aujourd'hui et de ce que ça signifie pour nous tous. Fabrice, à toi le micro. Bien, merci Pascal, merci d'être venus si nombreux pour cette conférence. Merci à la FMES pour le prix géopolitique et puis de m'avoir invité. Je vais vous parler de façon de la crise syrienne plus au niveau géopolitique. On aurait pu faire une conférence aussi sur les raisons internes de la crise, les différentes tribus, les différentes communautés, mais là ça aurait été vraiment un débat de spécialistes. Alors, il faudrait déjà que vous lisiez le bouquin pour que je puisse peut-être faire une conférence sur ce sujet parce que c'est extrêmement compliqué. Donc aujourd'hui je vais rester au niveau géopolitique parce que ce qui me semble intéressant avec la crise syrienne justement, c'est ça, c'est la fin de l'hégémonie occidentale. À partir de la chute de l'Union soviétique, 1990-1991, les États-Unis, l'Occident de manière générale, règne sur le monde sans partage. L'opération américaine en Irak en 91, l'opération en Serbie, la deuxième guerre du Golfe 2003 avec les États-Unis qui envahissent l'Irak, et en face il n'y a pas d'opposition. L'invasion de l'Irak en 2003, ça aurait pas été possible pendant la guerre froide, par exemple. Bon, et là, c'est devenu possible parce qu'il n'y a plus l'Union soviétique, parce qu'il n'y a pas encore la Chine. Le printemps arabe arrive, et vous avez le champ du cygne des Occidentaux, ça va être l'intervention en Libye contre Kadhafi, avec avec le soutien de l'ONU, puisque la Russie et la Chine se sont abstenus sur la résolution. Il s'agissait de protéger les civils de Benghazi, de Kadhafi, et pas au-delà. Et puis finalement, on est intervenu pour protéger les civils de Benghazi, mais on a été au-delà. On a été jusqu'à renverser Kadhafi. Et à partir de là, les Russes ont dit, bon, maintenant c'est terminé. C'est terminé, vous nous avez eus.
sur cette affaire. Maintenant, on n'autorisera plus aucun changement de régime. La Syrie était déjà en guerre civile, le régime était fragilisé, mais il a tout de suite eu un soutien de la Russie, y compris dans les pires moments, lorsqu'il a utilisé des gaz contre sa population en août 2013. On devait intervenir, on avait promis qu'on allait intervenir. Laurent Fabius avait dit si Bachar el-Assad utilise des armes de destruction massive contre sa population, notre riposte sera immédiate et foudroyante. Bon, finalement, il s'est rien passé. Le problème, c'est que lorsqu'on fait des promesses comme ça à la population syrienne et qu'on les tient pas, ben eux, ils risquent leur vie. C'est pas comme des promesses électorales lors d'une campagne en France. Enfin, c'est un peu différent. Donc là, on a été mis en échec. Les Russes ont sauvé Bachar el-Assad en intervenant directement en 2015. Déjà sur l'affaire du chimique, ils avaient montré leur opposition à une intervention occidentale. On n'a pas osé aller à leur rencontre. Et on a vu donc cette Russie alliée à la Chine, alliée à l'Iran, constituer un bloc que j'appelle l'axe eurasiatique, contrebalancer la puissance occidentale. Et aujourd'hui, si vous voyez la France qui recule en Afrique subsaharienne, si vous voyez la Turquie s'émanciper de l'Occident et aller soutenir l'Azerbaïdjan contre les Arméniens du Karabakh, tous ces phénomènes sont liés à la fin de l'hégémonie de l'Occident. Et la crise syrienne, et c'est en Syrie que ça s'est produit. Donc c'est vraiment un changement majeur, à mon avis, dans l'histoire des relations internationales, cette crise syrienne, où l'Occident a été mis en échec et à partir de là a perdu son hégémonie. Et c'est donc dans ce cadre de cette opposition Orient-Occident, axe eurasiatique, qu'il faut comprendre les événements que nous avons aujourd'hui en Syrie et plus largement au Moyen-Orient. Donc pour prendre un exemple concret, ce qui s'est produit dernièrement à Alep, vous avez donc un groupe djihadiste, Hayat Tahrir al-Sham, qui est le successeur d'un groupe lié à Al-Qaïda qui s'appelle le Front Al-Nosra, qui a été fondé en juillet 2011 par un monsieur qui s'appelle Abu Mohammed Al-Jolani, un Syrien qui, lorsqu'il avait une vingtaine d'années, est allé faire le coup de feu en Irak contre les Américains à partir de 2003, en s'engageant dans les rangs d'Al-Qaïda et participant avec Al-Baghdadi, avec Zarqawi, enfin tous des gens au pédigré très très sympathiques, contre l'intervention américaine en Irak. Il a été dans la prison d'Abu Ghraib où il a fait connaissance avec tous les cadres du mouvement djihadiste. Les prisons sont malheureusement des incubateurs de djihadisme et d'islamisme, y compris en France. Libéré de prison pour bonne conduite par les Américains, évidemment. Et évidemment, il retourne dans le djihad. Et à partir de juillet 2011, il arrive en Syrie avec un petit groupe de gens d'Al-Qaïda. Il fonde le Front Al-Nosra, le Front de la Victoire. Et il est de toutes les coalitions contre le régime syrien. Et de façon extrêmement efficace, parce que c'est des djihadistes, donc ils ont une volonté extrême de pas peur de mourir. Ils savent qu'ils vont aller au paradis, donc ça fait la différence par rapport à des armées conventionnelles où justement on n'ose pas risquer sa vie ou risquer la vie de ses soldats. Ils ont recours à l'attentat suicide. Ça aussi c'est quelque chose de très très important pour remporter une victoire. Envoyer des camions piégés sur les lignes ennemies. Ils explosent, l'armée se débande, c'est exactement ce qui s'est passé à Alep et qui a permis de prendre la ville en 48 heures. Donc, ce groupe a prospéré dans la région d'Idleb ensuite, où il a été cornérisé après la reprise de la région par le régime syrien et par les Russes et par les Iraniens, protégé par la Turquie. En mars 2020, il aurait dû disparaître parce que l'armée syrienne avait lancé une offensive contre la région d'Idleb où il était replié, où il avait instauré un État islamique comparable à celui de Daesh à Raqqa, mais sans les exactions publiques
Vous savez que Daesh avait l'habitude de décapiter en place publique tous les vendredis. Hayat Tahrir al-Sham, lui, il exécutait, mais en prison discrètement, pour ne pas, attirer l'attention sur lui. Et au contraire, il cherchait à se faire une nouvelle virginité, une nouvelle réputation, se rendre tolérable par les Occidentaux, par les pays arabes, dans l'espoir justement de repartir à l'assaut. Et c'est ce qu'il a fait récemment. Avec le soutien de la Turquie. Donc sur cette carte, vous voyez l'état de la Syrie aujourd'hui, enfin hier plutôt, le 3 décembre. En jaune, la zone tenue par le régime d'El-Assad, avec le soutien russe et iranien. En grisé à l'intérieur, oui, on voit à peine là malheureusement avec la diapo. Le centre de la Syrie, c'est le désert. Donc on voit que le régime syrien occupe les 2 tiers du territoire, mais il contrôle le désert, donc il faut faire attention de ne pas surestimer non plus l'importance du territoire qu'il contrôle. Mais certes, il contrôle les grandes villes, enfin maintenant il contrôle plus Alep, mais jusque-là il contrôlait les grandes villes. C'est-à-dire en gros un territoire peuplé par 12 millions d'habitants, sur à peu près 20 millions d'habitants qui restent en Syrie, et puis vous avez 8 millions de personnes à l'étranger. Et Hayat Tahrir al-Sham donc s'est étendu, est parti du petit réduit qu'il avait à Idlib. Là c'est la carte avant l'offensive contre Alep. Ils étaient dans un petit territoire d'environ 3000 km², peuplé par 2,5 millions, 3 millions de personnes, sur lequel il avait une emprise complètement totalitaire. Et j'avais appelé ça d'ailleurs la nouvelle bande de Gaza, parce que population civile nourrie par l'aide internationale, c'est quand même l'aide internationale qui finance indirectement Hayat Tahrir al-Sham, puisque la population reçoit des aides du programme alimentaire mondial, de l'UNHCR, d'OCHA, enfin toutes ces agences onusiennes et de multiples ONG qui travaillent dans la région. Et là, vous voyez qu'en une semaine, il a triplé son territoire, occupant la ville d'Alep, et aujourd'hui, il est aux portes de la ville de Hama, un peu plus au sud, espérant la prendre. Mais là, ça sera peut-être un peu plus difficile parce que l'effet de surprise est passé et l'armée syrienne se reconstitue, les Russes et les Iraniens lui apportent du soutien, et il risque d'être bloqué devant Hama. Il reste à Alep un quartier qui échappe toujours à Hayat Tahrir al-Sham, c'est le quartier kurde de Cher Maksoud, qui est protégé par les forces démocratiques syriennes, mais complètement encerclé comme vous le voyez. Et ces populations ont évidemment peur d'être exterminées, même si Hayat Tahrir al-Sham dit qu'il protège tout le monde, les chrétiens, les Kurdes. On peut avoir légitimement des doutes quant à terme la conduite qu'il pourrait avoir à leur égard. Daesh, c'était pareil. À Raqqa, ils ont été accueillis à bras ouverts parce que ils amenaient l'ordre et la discipline par rapport aux groupes rebelles qui contrôlaient Raqqa auparavant. C'était le chaos. Et puis en plus, ils ont distribué le blé, les réserves de nourriture qui se trouvaient dans les silos pour se faire aimer par la population. Puis ils n'ont pas tout de suite persécuté les quelques chrétiens qui avaient à Raqqa. Par contre, quelques mois plus tard, ça s'est vite gâté. Et à mon avis, c'est ce qui se produira aussi avec Hayat Tahrir al-Sham. Ça a été facile de prendre Alep parce que le réduit, le fief djihadiste de Idlib, on était à 20-30 km d'Alep. Donc avec des pick-up, vous pouvez très rapidement foncer sur Alep, prendre la ville par surprise. Ils ont fait exploser les défenses avec des camions piégés, et puis ils sont rentrés dans la ville, sont répandus comme des métastases dans la ville. Et à partir de là, l'armée syrienne était complètement paniquée, et ils se sont sauvés avant de se faire massacrer, parce ils ont déjà eu plusieurs exemples de villes comme ça dans lesquelles les djihadistes avaient réussi à s'infiltrer, et les pauvres soldats qui étaient restés isolés, privés de leurs officiers qui eux avaient pas hésité à les abandonner, ils sont retrouvés égorgés en masse à Palmyre, c'est arrivé. Et puis je sais pas si vous vous souvenez du massacre des soldats chiites à Mossoul. C'était assez effroyable. Donc ce qui explique la rapidité et l'absence de résistance de l'armée syrienne à Alep.
Alors, les Kurdes avaient essayé de faire un corridor pour sauver leur quartier en venant depuis l'est, puisque vous voyez sur la carte la zone en bleu, c'est la zone qui est tenue par les forces démocratiques syriennes, par les Kurdes, et ils avaient encore des territoires du côté d'Alep, le quartier de Cher Maksoud, une bande de territoire rural autour de Tel Rifat, et ils ont essayé de sauver ces populations en ouvrant un corridor, mais ça n'a pas fonctionné parce que au nord d'Alep, vous avez un autre élément, d'autres groupes rebelles pro-turcs, ce qu'on appelle vraiment des proxys turcs, regroupés au sein de ce que la Turquie a appelé l'armée nationale syrienne, mais en fait c'est les débris de l'armée syrienne libre, de groupes islamistes comme Ahrar al-Sham et autres, que les Turcs ont essayé d'agglomérer dans cette ombrelle, et ils sont passés à l'offensive eux aussi pour empêcher les Kurdes de créer justement ce corridor, ce que vous avez en jaune là sur la carte, pour soit contrôler le territoire, soit faire sortir les populations kurdes menacées d'Alep. Et là, c'était la preuve que la Turquie était bien derrière cette opération. C'est-à-dire que pendant 2 jours, les 2 premiers jours, je pouvais accorder à la Turquie le bénéfice du doute. Non, ce sont pas. Enfin, la Turquie est pas derrière. Ça peut être une initiative personnelle d'Al-Jolani parce qu'on savait que ça faisait longtemps qu'il rêvait d'expansion, que ses troupes piaffaient d'impatience de passer à l'offensive. Mais il ne pouvait pas faire ça sans l'aval de la Turquie, sans le soutien de la Turquie, et avec l'intervention de cette armée nationale syrienne pro-turque à l'est. Là, il était vraiment clair que c'était la Turquie qui était derrière. Mais oui, parce que la crise syrienne, très rapidement, finalement, a échappé aux Syriens. Très rapidement, les acteurs régionaux, les acteurs extérieurs ont utilisé les groupes rebelles, ont utilisé le régime et ont manipulé tout ce petit monde. Aujourd'hui, la Syrie, c'est ce que j'appelle l'épicentre de l'arc de crise qu'on a entre l'Occident et l'axe eurasiatique, avec les États-Unis, la Russie, la Turquie, l'Iran, qui ont des troupes sur place. Une carte des bases militaires sur la carte vous montre. On a des troupes américaines dans l'Est, on a des troupes russes pas très loin. Et quand j'étais dans l'Est de la Syrie, donc la semaine dernière, et le même jour, j'ai croisé une patrouille américaine, et puis dans l'autre sens, j'ai croisé une patrouille russe. Alors, il y a un modus vivendi entre eux, ils sont pas là pour s'affronter, ils sont là pour soutenir leurs alliés locaux. Les Américains sont là pour protéger les Kurdes, les Russes sont là pour protéger le régime syrien, les Iraniens aussi, les Turcs pour protéger les djihadistes d'Ayat Tahrir al-Sham et de l'armée nationale syrienne, et c'est eux qu'on pousse en avant pour s'affronter. Mais on verra jamais des soldats russes et des soldats américains en venir, au point entre eux. Non, c'est ce qu'on appelle en anglais le rule by behind, le dirigé par derrière qui domine aujourd'hui. C'est ça la nouvelle stratégie. Bien, et là aujourd'hui donc voilà, c'est la ville de Hama qui est menacée par les djihadistes, mais il semble qu'ils vont être arrêtés. En tout cas, s'ils prennent Hama, ils ne devraient pas aller beaucoup plus au sud. Et je sais pas, peut-être entendu parler d'effondrement du régime syrien, etc. Je pense pas pour l'instant. Je pense pas que la Russie et que l'Iran le laissent tomber. Donc ils vont lui apporter les quelques forces nécessaires pour pouvoir résister. Alors après, à plus long terme, évidemment, il est fragilisé. Et il y a un élément majeur qui remet, si vous voulez, les processus en cours au Moyen-Orient. C'est le 7 octobre 2023. C'est le massacre perpétré par le Hamas contre les civils israéliens. Vous avez vu la réaction d'Israël contre Gaza, contre le sud Liban. En fait, pour Israël, le 7 octobre, c'est l'équivalent du 11 septembre pour les États-Unis. Et on se souvient ce qui s'est produit après le 11 septembre. L'intervention en Afghanistan, intervention en Irak, le hard power américain avait été frappé. Saddam Hussein, il était pour rien dans l'affaire. C'était s'il y avait plutôt
des gens à frapper, ça aurait été plutôt les Saoudiens, puisque sur les 18 pilotes de l'air, enfin terroristes qui ont détourné les avions, il y avait, je sais plus, 11-12 Saoudiens. C'est pas les Saoudiens, enfin le gouvernement saoudien qui était directement responsable, mais l'embrigadement, l'idéologie islamiste véhiculée en Arabie Saoudite, notamment à travers les programmes scolaires, jusqu'à 2001-2002, parce qu'après ils ont dû changer tout ça pour éviter des sanctions américaines. C'est ça qui a produit aussi ce terrorisme djihadiste. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que après le 11 septembre, on a vu cette réaction américaine extrêmement puissante qui a remodelé le Moyen-Orient, qui a tenté de remodeler le Moyen-Orient. Et là, on est dans le même processus avec Israël. Sauf qu'à la différence des États-Unis, Israël n'est pas protégé par deux océans, l'Atlantique ou le Pacifique, des conflits. Eux, voilà, il y a le Jourdain, c'est tout. C'est pas large le Jourdain. Donc leur réaction va être d'autant plus violente qu'ils sont face à une menace existentielle. Ce qui menaçait les États-Unis, c'était de perdre leur hard power, de perdre leur statut de grande puissance, etc. Après avoir été frappés au cœur comme ils l'ont été, et c'est pour ça qu'ils ont choisi de frapper l'Irak de Saddam Hussein. Une cible assez facile, puisqu'après 12 ans d'embargo, l'Irak était affaibli. Et il y avait cette stratégie finalement d'imposer la démocratie au Moyen-Orient en faisant de l'Irak un modèle de démocratie. On a vu ce que ça a donné. Moi au départ, je pensais pas que les États-Unis étaient sérieux dans cette affaire de démocratie en Irak. Je pensais qu'ils étaient juste voulaient s'emparer du pétrole, stratégie géopolitique réaliste classique, quoi. Et puis j'ai vécu 3 ans aux États-Unis, j'ai travaillé donc à Washington dans des think tanks, et là c'est ma grande surprise, ça a été de voir que non, ils étaient sérieux, ils pensaient vraiment installer la démocratie en Irak. Enfin, pas tous, mais en tout cas c'était vraiment une motivation, et beaucoup y croyaient. Beaucoup y croyaient parce que ça c'est le propre de l'idéologie néoconservatrice d'une grande partie de l'administration américaine, et qui règne aussi dans beaucoup de think tanks américains chez les politiciens. Le fait de pouvoir, on a cette mission quasi divine, quasi mystique, d'imposer la démocratie, le libéralisme dans le monde. C'est ça le sens de l'histoire. Et tant pis si on fait des dégâts. À terme, de toute façon, on sera dans le sens de l'histoire. Et ils pensaient vraiment y arriver. Évidemment, aujourd'hui, ils en sont revenus. Le courant néoconservateur a reflué aux États-Unis. On est plus aujourd'hui dans les réels politiques. Le problème, c'est que ce courant néoconservateur avait touché la France aussi, comme le wokisme a touché la France avec un peu de retard. Le néoconservatisme, lui aussi, a touché la France avec un peu de retard. Et c'est lui qui a présidé notamment à beaucoup de décisions qui ont été prises par le Quai d'Orsay, par l'Élysée, à l'égard de la crise syrienne, et qui a conduit tout simplement à un fiasco. Bon. Voilà, si on veut comprendre ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe à Idlib, à Alep, il faut avoir cette carte en tête, c'est-à-dire la constitution d'un axe pro-iranien au Moyen-Orient, qui intègre l'Irak, la Syrie et le Liban. Après la chute de Saddam Hussein, les Iraniens, débarrassés du leader sunnite, savaient qu'ils allaient pouvoir s'imposer en Irak, parce que la population est à majorité chiite. Beaucoup d'opposants chiites s'étaient réfugiés en Iran, d'ailleurs, à l'époque de Saddam Hussein, et ils constituent aujourd'hui les cadres du régime irakien. La Syrie de Bachar el-Assad, elle aussi, est pro-iranienne. Alors, à la différence de l'Irak, la Syrie, la population est aux 2 tiers arabes sunnites, il y a 10% de Kurdes, et les minorités, les Alaouites, les chrétiens, les Druzes, avant la guerre, représentaient moins de 20% de la population. Les Alaouites, on les classe dans la famille chiite, mais enfin, ils n'ont pas quand même grand-chose à voir avec les chiites duodécimains. Mais en tant que minorité non sunnite,
ils sont tout aussi victimes que les chiites de l'islamisme sunnite. Au Liban, population chiite 35-40%, puis surtout le Hezbollah, hein, le fidèle allié de l'Iran. Et donc vous avez un axe pro-iranien que certains appellent le croissant chiite qui s'est constitué. Sauf que le maillon faible de ce croissant, c'est la Syrie, du fait de sa population sunnite. Et à la fois les pays du Golfe, à la fois aujourd'hui Israël, parce que la doctrine à l'égard de la Syrie a changé. Finalement, si on pouvait casser cet axe iranien, eh bien, ça ferait plaisir à beaucoup de monde dans la région. Et donc, c'est à la lumière de cette stratégie qu'il faut comprendre ce qui se produit à Alep, à Idlib, et qu'il faut comprendre la réaction que vont avoir les Iraniens et les Russes pour protéger justement cet axe géopolitique, axe iranien, mais qui est séquent avec la stratégie russe à l'égard du Moyen-Orient, hein, ce dont je vais vous parler maintenant. Alors, je sais pas combien de temps je dispose, Monsieur l'amiral. Ah bon. Bon, alors je vais sans doute abréger un peu ce que j'avais prévu, parce que sinon on est encore à minuit. En tout cas, bon, je fais de la géopolitique réaliste. Donc je vais pas vous parler de morale, je vais pas vous parler d'émotion, je vais vous parler de faits. Et peut-être ça peut en heurter certains. Je fais pas de l'humanitaire, quoi. J'essaie d'expliquer les faits, et les faits ils sont terribles. Donc retenez cette phrase de Spinoza, hein, ni rire, ni pleurer, ni haïr, mais comprendre. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête si on veut essayer de comprendre véritablement ce qui se passe, ne pas être pollué justement par des considérations morales, des considérations humanitaires. Alors certes, elles existent, c'est un autre domaine, mais si on veut vraiment comprendre ce qui se passe, c'est en étant très réaliste, avec les yeux grands ouverts sur le réel. Sinon, on se fourvoie dans les analyses. Bon, je vais passer assez rapidement alors là-dessus. Le Moyen-Orient en 2011, le Moyen-Orient aujourd'hui. Vous voyez qu'en 2011, avant le printemps arabe, eh bien, le Moyen-Orient est en bleu, le Moyen-Orient est largement pro-occidental. L'Irak est sous occupation, la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, c'est des pays alignés sur l'Occident. On a deux pays par contre qui refusent ça, hein, c'est l'Iran, la Syrie, des groupes comme le Hamas qui constituent ce qu'on appelle, ce que les Iraniens appellent l'axe de la résistance à Israël, l'axe de la résistance à l'impérialisme américain, et qui sont quand même assez isolés. Vous regardez la carte d'à côté, le Moyen-Orient aujourd'hui, qui s'émancipe largement des États-Unis, des Occidentaux. Déjà, vous avez cet axe iranien dont je vous ai parlé. Alors, l'ensemble de l'Irak et de la Syrie n'est pas totalement sous contrôle iranien. Vous avez des petits coins, l'ANS, l'administration autonome du nord et de l'est de la Syrie, c'est-à-dire la région kurde, où vous avez des bases américaines. Eux, ils sont pro-occidentaux. En Irak aussi, le GRK, le gouvernement régional kurde, il est pro-occidental. Vous avez des bases américaines, mais le reste de l'Irak, par contre, lui, est pro-iranien. Vous avez le Yémen, le Nord-Yémen, Houthi, hein, des alliés de l'Iran aussi, parce qu'ils sont zaïdites, une branche du chiisme, alors que le reste du Yémen est sunnite. Et vous avez deux pays, la Turquie et l'Arabie Saoudite, qui s'éloignent finalement aujourd'hui des Occidentaux. Enfin, pour l'Arabie Saoudite qui s'éloignait, parce que là, avec la victoire de Trump, plus la restauration d'un certain hard power occidental à travers Israël au Moyen-Orient, les Saoudiens finalement se disent que les Occidentaux, enfin en tout cas les Américains, c'est des gens sérieux sur qui on peut peut-être compter pour se défendre, et ils vont peut-être avoir tendance à revenir dans le giron occidental parce que jusque-là la faiblesse de l'Occident les poussait à chercher d'autres partenaires, d'autres protecteurs, la Chine et la Russie par exemple. Donc je vais essayer de décrypter pourquoi on en arrive là.
pourquoi l'Occident est tant en recul dans cette région. Bon, déjà parce que vous avez eu la constitution de cet axe, de cette troïka, de cet axe eurasiatique, Moscou, Pékin, Téhéran, pays qui se sont rapprochés, qui ont attiré aussi d'autres pays derrière eux. Bon, les pays d'Asie centrale, bien sûr, mais Pakistan, Algérie, le Mali, le Niger, le Burkina, tout un tas de pays qui ont une revanche à prendre sur l'Occident. C'est ça qui les réunit. Si la Turquie, là que j'ai encore mis en bleu parce qu'elle est membre de l'OTAN, mais enfin on se pose quand même pas mal la question sur son appartenance sincère à l'OTAN aujourd'hui, vu qu'en Syrie par exemple elle a plutôt basculé du côté russe à un moment donné. Enfin aujourd'hui elle retrouve une autonomie stratégique, mais la fiabilité de la Turquie aujourd'hui au sein de l'OTAN pose question. Tous ces pays en tout cas sont mus par un désir de revanche à l'égard de l'Occident, à l'égard du colonialisme. Et les Russes et les Chinois en jouent très bien, notamment en Afrique, puisqu'on voit les pays de l'ancienne France-Afrique basculer les uns après les autres de leur côté. Donc voilà, on a retrouvé un équilibre au niveau mondial. L'Occident n'est plus hégémonique en raison de la constitution de cet axe. Les Iraniens ont construit cet axe vers la Méditerranée dans un but défensif, éviter une nouvelle guerre Iran-Irak, éviter que le militarisme irakien manipulé par les pays du Golfe et l'Occident ne leur cause de nouveau des soucis comme dans les années 80. Et puis il y a aussi une composante idéologique qui est la destruction d'Israël, ce que j'appelle l'utopie mobilisatrice. L'Iran, c'est un pays chiite, c'est un pays perse, donc c'est pas des Arabes. Et s'ils veulent gagner la rue arabe, s'ils veulent gagner la rue sunnite, sortir de l'enfermement chiite et perse, il faut qu'ils trouvent une cause mobilisatrice qui leur permette d'avoir des alliés dans le monde arabe. Et évidemment, la cause palestinienne, ça fait toujours recette, et ça leur permet de trouver des alliés comme le Hamas par exemple, qui est sunnite, mais qui est, je dirais, voilà, la caution sunnite de cet axe pro-iranien, de cet axe de la résistance. L'Irak, mettre la main sur l'Irak pour les Iraniens, c'est un moyen aussi de contourner les sanctions américaines, parce que ils exportent leur pétrole en partie par Bassora en le mélangeant à du pétrole irakien, ce qui rapporte quand même plusieurs milliards. L'Irak est devenu un marché captif de l'Iran. Ils exportent des marchandises et ça leur permet de récupérer 10, 20, 30 milliards de dollars, on ne sait pas trop exactement parce qu'il y a beaucoup de circuits illégaux qui permettent de maintenir leur économie à flot. Sinon on ne comprend pas pourquoi depuis 40 ans que l'Iran est sous sanctions, ils se sont toujours pas effondrés. Et ensuite, pour contrôler cette région, notamment la Syrie sunnite et le Liban qui n'est qu'à un tiers chiite, ils ont besoin d'hommes. Et ce qui les intéresse en Irak, c'est le réservoir chiite du sud Irak, où ils puisent justement ces fameux miliciens du Hashd Sha'abi, la mobilisation populaire, qui constitue le fer de lance de l'occupation iranienne dans toute cette région. Le Hezbollah a des difficultés de recrutement parce que la fécondité même des chiites au Liban est en berne. S'il manque d'hommes, c'est pas grave. Ils auront les miliciens chiites venus d'Irak. Bachar el-Assad, qui s'appuie sur la communauté alaouite, communauté exsangue aujourd'hui, qui a versé son sang pendant la guerre et qui est très affaiblie, eh bien, il a besoin des 50 000 miliciens chiites que lui fournit l'Iran pour tenir le territoire. Et là, qui, du fait des bombardements israéliens, avait reflué, ce qui explique la chute d'Alep. Mais sans ces 50 000 miliciens chiites, il n'aurait pas la force pour contrôler la Syrie, parce qu'en tant qu'alaouite, il sait qu'il pourra jamais se faire accepter par la majorité sunnite, si ce n'est par la force, par la crainte. Donc Khamenei, le guide suprême iranien, le véritable détenteur du pouvoir, c'est lui qui est vraiment le grand maître de cette construction géopolitique.
vous voyez, il a toujours un kéfi autour du cou. Hein. Khamenei, c'était un grand admirateur de Saïd Qutb, qui était un idéologue islamiste égyptien que Nasser avait mis en prison et qui a inspiré à la fois les frères musulmans et à la fois les salafistes. Hein. C'est pas deux mouvements qui sont pas totalement séparés. Il y a toujours des passerelles. Et notamment Khamenei a traduit les ouvrages de Saïd Qutb en perse. Notamment le Mein Kampf local, c'est-à-dire mon combat contre les Juifs, il considère la destruction d'Israël pour lui, c'est pas forcément une utopie mobilisatrice, c'est aussi une stratégie réelle pour cet idéologue. Ce qui explique la réaction d'Israël à l'égard de l'Iran. Vigoureuse réaction israélienne à l'égard de l'Iran, surtout qu'il n'est pas avare de diatribes exigeant l'éradication d'Israël. Par conséquent, comprenez bien que dans ces conditions-là, la stratégie israélienne consiste justement à éloigner l'Iran le plus loin possible de ses frontières et donc éradiquer le Hezbollah du Liban, mais aussi, pourquoi pas, de Syrie, et changer le régime syrien, si possible, puisque si Assad, par exemple, était assassiné, comme c'est un régime familial, il s'écroulerait comme un château de cartes, la Syrie serait de nouveau déstabilisée. On peut penser qu'il y aurait un régime sunnite qui succéderait au régime alawite, et qui s'éloignerait de l'Iran. L'axe iranien serait définitivement coupé. La Russie est intervenue en 2015 en Syrie. Après l'affaire libyenne, elle a décidé qu'il n'y aurait plus de changement de régime dans la région. Voilà. Et donc, quels que soient les massacres, les exactions que pouvait commettre Bachar el-Assad, elle allait le soutenir. Et c'est ce qu'elle a fait lors qu'il y a eu l'affaire du chimique en 2013. Et quand elle a vu que le régime était fragile en 2015, eh bien, elle est intervenue directement et elle a reproduit en Syrie, notamment à Alep, ce qu'elle a fait à Grozny, en Tchétchénie, un tapis de bombes pour écraser complètement la population qui s'était révoltée. Et les milices rebelles qui s'étaient constituées. Les souvenirs de la bataille d'Alep, ça a été assez épouvantable, mais c'est à ce prix-là qu'ils ont réussi à reprendre la ville. Alors pourquoi la Russie est-elle intervenue en Syrie? Pour montrer son hard power, retrouver une place donc au niveau international. Première opération extérieure en dehors des frontières de l'ex-Union soviétique. Il y avait eu quand même un petit peu auparavant, en 2008, l'affaire géorgienne. Il y avait eu également l'annexion de la Crimée en 2014. Mais là, c'est vraiment la première opération en dehors des frontières de l'ex-Union soviétique. Et quand on regarde la carte et quand de la région, on comprend que la Russie, en intervenant en Syrie, elle a deux objectifs. Premier objectif, c'est d'encercler la Turquie. Encercler la Turquie, qui, avec ses projets de gazoduc vers l'Europe, concurrence le gazoduc russe, concurrence l'exportation du gaz russe vers l'Europe. Or, il faut savoir que la Russie, c'est un pays qui compte essentiellement sur ses exportations pétrolières et ses exportations de gaz pour vivre. 50% des exportations russes, c'est le pétrole, 25-30% c'est le gaz, puis après il y a les armes, le blé, enfin des petites choses comme ça. Mais essentiellement, c'est quoi? 80%, c'est les hydrocarbures. La Russie est tout aussi dépendante que l'Arabie Saoudite des exportations de pétrole et de gaz. Or, en 2014, on a une chute des prix du pétrole. On a un pétrole qui va descendre même à $25 le baril. Or, et les prix du gaz qui vont également suivre cette descente. Pour Poutine, cette chute des prix des hydrocarbures, c'est pas soutenable. L'économie russe était au bord de la faillite en 2015. Il fallait absolument que les cours du pétrole remontent.
Et là, pour faire remonter les cours du pétrole, il n'y a pas 36 solutions. Il faut réduire drastiquement la production de pétrole. Et l'OPEP, avec à sa tête l'Arabie Saoudite, sont des pays qui sont quand même plutôt alignés sur l'Occident. Donc, il fallait obliger l'Arabie Saoudite à réduire sa production pétrolière afin que les prix du pétrole augmentent. Et par conséquent, il fallait les menacer. L'Arabie Saoudite, c'est le grand régulateur mondial des cours du pétrole. Si elle monte sa production, le prix du pétrole va baisser. Si elle réduit sa production, le prix du pétrole va monter. Et donc les Russes ont tout simplement dit aux Saoudiens que s'ils ne réduisaient pas volontairement leur réduction pétrolière, leur production allait être bloquée par des tirs de missiles iraniens sur comment dire les terminaux pétroliers. Même s'ils atteignaient pas leur cible, vous savez comment fonctionnent les marchés du pétrole, la simple spéculation, la simple rumeur, la simple peur vous propulse les prix à des niveaux élevés. Les Russes avaient seulement besoin que le prix du pétrole remonte au-dessus de $60 le baril. Et après leur intervention en Syrie, après la manifestation de leur hard power, le pétrole est justement monté à $60 le baril. Donc, ils avaient atteint leur but à l'égard de l'Arabie Saoudite. Et ils allaient assez rapidement atteindre leur but à l'égard de la Turquie, qui se retrouvait complètement encerclée par une alliance pro-russe, Syrie, Iran, Arménie, pro-russe par défaut, et Russie. Et Poutine a dit à Erdogan, ok, tu veux devenir un carrefour énergétique, pas de problème, mais tu vas devenir un carrefour énergétique russe. Donc tu laisses tomber Nabucco, et tu prends South Stream, du gaz russe qui va transiter par la Turquie à destination de l'Europe, et il aura les royalties. South Stream, Blue Stream, ce sont des gazoducs qui viennent de Russie. Il s'agissait aussi de verrouiller la Turquie pour empêcher les pays d'Asie centrale, notamment le Turkménistan, l'Azerbaïdjan, d'exporter aussi leurs hydrocarbures via la Turquie, sans passer par le territoire russe, c'est-à-dire sans être soumis aux pressions russes. Ça avait été le plan américain dans les années 90, début 2000, que Poutine a mis en échec par son intervention en Géorgie en 2008, en fermant justement le littoral de la Géorgie, en favorisant l'autonomie de l'Abkhazie et de l'Adjarie, avec des troupes russes sur le littoral, pour couper court aux velléités d'utiliser le corridor géorgien pour exporter les hydrocarbures d'Asie centrale. Et donc, la Russie, dans cette configuration-là, elle a besoin d'un allié local qui fait peur à l'Arabie Saoudite. Et qui fait peur à l'Arabie Saoudite dans le coin? C'est l'Iran, qui peut utiliser des groupes terroristes, des groupes illégaux, qui a connaissance évidemment de tout ce milieu dans la région, que ce sont les Iraniens. Et donc on a eu la naissance donc de cet axe Iran-Russie qui s'est cristallisé dans l'affaire syrienne, puisque les Russes sont quelque part venus donner un coup de main à l'Iran en Syrie. C'est pour ça que lorsque on disait au début de la crise syrienne, ouais, non mais il y a des problèmes entre l'Iran et la Russie, ils sont pas d'accord sur le sort de Bachar el-Assad, etc. Tout ça c'était de la blague, c'est-à-dire que nos diplomates n'avaient pas compris que cette alliance entre la Russie et l'Iran, elle était solide, elle dépassait largement la Syrie et Bachar el-Assad, parce que c'était une alliance à l'échelle du Moyen-Orient, dans un plan beaucoup plus vaste, qui était tout simplement de faire concurrence à l'Occident. Donc ils pouvaient s'arranger sur la Syrie. À un moment donné, quand il a fallu partager le gâteau en Syrie, les Iraniens, c'est quand même eux qui ont soutenu à bout de bras le régime syrien en lui versant des milliards d'aide alimentaire, de pétrole, etc. Les Russes, eux, quand ils amènent des livraisons d'armes, ils veulent se faire payer rubis sur ongle. Mais ils ont quand même exigé de récupérer les quelques ressources qu'il y avait en Syrie, c'est-à-dire le gaz, le pétrole, le phosphate. Et les Iraniens les ont laissés faire. Parce qu'ils allaient pas se fâcher pour des cacahuètes. Parce que leur plan, leur stratégie, elle dépasse justement cette seule Syrie. Mais à la fois, la Syrie, c'est essentiel dans leur alliance à l'échelle du Moyen-Orient. C'est pour ça que ce qui se passe aujourd'hui à Alep et à Hama, je vois mal les Russes et les Iraniens laisser tomber. Ils peuvent pas se le permettre.
Donc après, est-ce qu'ils auront les moyens de le faire? Les Russes peuvent envoyer une vingtaine d'avions de bombardiers en Syrie, les Iraniens mobiliser quelques dizaines de milliers de miliciens chiites, ils vont le faire. Parce que la Syrie est beaucoup trop importante pour eux. Pour contrecarrer ça, il faudrait que du côté occidental, il y ait, une ferme volonté, si vous voulez, d'appuyer les Israéliens, d'appuyer l'indépendance des Kurdes, parce que les Kurdes ne vont pas se battre pour nous comme ils l'ont fait contre Daesh, sans cette fois obtenir des garanties sur leur indépendance. Parce que ce qui se passe, par exemple, au Rojava, au nord-est de la Syrie, dans la région kurde, c'est que une fois qu'ils ont repris Raqqa, qu'ils ont éliminé le pouvoir de nuisance de Daesh, les Occidentaux, ils se sont retirés et ils ont laissé en 2019 les Turcs lancer une offensive sur le Rojava. Et aujourd'hui, évidemment, ils ont du mal à nous croire, à nous faire confiance, parce que s'ils voulaient, si on le voulait, je dirais l'axe iranien, il pourrait être coupé grâce à l'intervention des forces kurdes, qui pourraient aisément couper le corridor que vous avez entre Al-Boukamal et Tanef, puisqu'il y a toujours une base américaine là qui pourrait jouer ce rôle. Les tirs de missiles sur l'Arabie Saoudite, c'est pas des menaces en l'air, ça s'est produit. Les Houthis depuis le Yémen, là, ont bombardé les dépôts pétroliers de Jeddah en mars 2022. Ils ont bombardé aussi à un moment donné Dubaï. Or, les pays du Golfe, c'est des économies extrêmement fragiles. Comment voulez-vous développer ces grandes cités, ces tours de 1000 mètres de haut, etc., sans un système qui fonctionne, du point de vue électrique, du point de vue énergétique, du point de vue climatisation, ne serait-ce, du point de vue alimentation en eau dessalée. C'est des pays qui vivent sur la finance, sur la sécurité pour attirer les investissements. Ils peuvent pas se permettre de recevoir des missiles sur la tête régulièrement, parce que c'est tout leur projet de développement qui s'effondrerait. Le Qatar, par exemple, pays le plus riche de la planète par tête d'habitants, pour le mettre à genoux, c'est pas compliqué, il suffit de 2 missiles. Vous avez deux stations de dessalement d'eau de mer, une au sud de Doha, une au nord de Doha, qui sont en même temps les centrales thermiques du Qatar, puisque c'est grâce à ils font bouillir l'eau pour récupérer la vapeur et donc avoir de l'eau pour le pays, et en même temps ça active les turbines pour produire l'électricité. Vous détruisez ces deux stations de dessalement d'eau de mer, stations de production d'électricité, c'est fini, le Qatar il est terminé. Faites ça pendant l'été quand il fait 50 degrés à l'ombre, dans toutes les tours de verre, dans tous ces immeubles, il y a plus d'ascenseur, il y a plus de clim, c'est terminé. Le pays est mort. Voilà. Donc tous ces pays du Golfe qui ont réussi à bâtir une économie quand même largement liée au pétrole, très artificielle, ils n'ont qu'une peur, c'est de subir la vindicte iranienne, à la fois directement ou à la fois depuis leur proxy, depuis le Yémen, ou via des milices chiites qui pourraient également les frapper. D'où, à un moment donné, ce rapprochement avec Israël entre les Émirats arabes unis en 2020, les fameux accords d'Abraham, la paix, dans les années 90, pour régler le problème israélo-palestinien, on parlait de, je dirais, la paix contre la terre, la restitution des terres aux Palestiniens, du Golan aux Syriens en échange de la paix. Là, on est dans une autre dimension, c'est plutôt la paix contre le bouclier antimissile. C'est-à-dire que le dôme de fer israélien, il fait rêver en fait les pays du Golfe. Ils voudraient avoir accès à cette technologie fabuleuse qui permettrait de au moins ne plus subir cette menace iranienne. Donc la Russie, comme d'habitude, utilise en fait le bâton et la carotte. Le bâton, c'est si vous réduisez pas votre production pétrolière, on vous frappe. Et la carotte, c'est, mais vous savez, si vous réduisez la production pétrolière, le cours du pétrole va monter, et à ce moment-là, vous en tirerez aussi les bénéfices. Donc, c'est toujours, et à l'égard d'Erdogan, ça a été pareil. Le bâton, c'est si tu
tu continues à rester du côté occidental et à vouloir faire transiter tes gazoducs vers l'Europe pour me priver de l'exportation du gaz et du pétrole vers l'Europe, eh bien à ce moment-là, je peux distribuer quelques manpads, c'est-à-dire des lance-missiles anti-aériens au PKK, un groupe kurde qui est en Turquie. Et là, tu perds la maîtrise du ciel et le PKK peut s'emparer de tout le sud-est turc. En 2016, justement, c'est ce qui s'est produit. Il y a un hélicoptère turc qui a été abattu par un missile sol-air tiré par un manpad russe dernière génération, manipulé par le PKK. Bon, et Erdogan ensuite a très vite compris qu'il devait pactiser avec Poutine s'il voulait éviter que ça soit pas un manpad qu'on distribue au PKK, mais une centaine qui lui faisait perdre la maîtrise du ciel. Donc, dans ces conditions-là, eh bien, les Occidentaux qui n'ont pas vu venir ce retour de la Russie, qui ont eu du mal à comprendre ce qui se passait en Syrie et qui pensaient naïvement que le régime allait tomber, qui n'ont pas compris non plus que entre l'Iran et la Russie c'était du solide et ça dépassait largement le sort de Bachar el-Assad, eh bien, vous explique la situation aujourd'hui avec ce déficit d'influence au Moyen-Orient. Obama est quand même revenu en 2014 en Syrie du fait de l'État islamique, qui s'était emparé d'un vaste territoire entre la Syrie et l'Irak. Mais ce n'était pas évidemment pour rester, puisque aujourd'hui cette coalition internationale anti-État islamique, elle est amenée à partir d'Irak en septembre 2015, puisque le gouvernement irakien, sous pression des Iraniens, a demandé officiellement à ce qui est le retrait, ce qui voudrait dire qu'on devrait partir également de Syrie, enfin que les Américains devraient partir également de Syrie, abandonnant nos alliés kurdes à la Turquie et à l'Iran. Mais ce qui se produit aujourd'hui risque de remettre en cause, à mon avis, ce départ, à condition que Trump ait la volonté de confronter finalement l'axe eurasiatique également au Moyen-Orient. Obama voulait se retirer du Moyen-Orient parce que pour lui, le Moyen-Orient, ça a été 10 ans de perdu pour les États-Unis, ce qui a permis à la Chine de monter en puissance. Et donc, quand les Américains ont réalisé ça, ils se sont dit qu'il fallait, cette fois, il fallait basculer sur le pivot asiatique et concentrer leurs forces contre la Chine. Et ils ont sans doute un peu trop dégarni le Moyen-Orient, permettant ainsi aux Chinois, aux Russes et aux Iraniens de s'emparer de la région. Enfin, pas totalement, mais en tout cas d'augmenter leur présence dans la région. Prenez un pays comme l'Irak, par exemple, immense potentiel pétrolier. La production de pétrole aujourd'hui en Irak, c'est 6 millions de barils par jour. Eh bien, plus de la moitié du pétrole est exploité par des compagnies chinoises, protégées par les Iraniens. Ce sont les Chinois qui construisent les infrastructures en Irak, donc l'argent qu'ils donnent aux Irakiens en échange de leur pétrole, finalement ils le récupèrent ensuite à travers les investissements dans la construction en Irak. En revanche, en Syrie, les Chinois, ils investissent pas. C'est pas des philanthropes. C'est pas eux qui vont reconstruire gratuitement le pays. En revanche, si l'Union européenne veut payer la reconstruction, les entreprises chinoises sont prêtes, elles, à travailler. Il n'y a pas de souci. Donc cette situation, cette naïveté des Occidentaux, cette incompréhension par rapport aux constructions géopolitiques qui se mettaient en place, s'explique aussi cette non-volonté de replonger dans un bourbier en Syrie comme ils ont plongé dans le bourbier irakien, s'explique aussi par justement les conséquences de la guerre en Irak pour les États-Unis et pour la société américaine. Alors là, je vous cite Joe Biden lorsqu'il était vice-président des États-Unis en 2016. On lui avait posé la question pourquoi vous n'intervenez pas davantage en Syrie, etc. Bon,
Vous voulez qu'on le mette hors jeu? Et comment? Et comment feriez-vous ça alors? Vous voulez qu'on déclare la guerre et qu'on envoie 100 000 soldats là-bas? Non. Après la guerre en Irak, les 200 000 hommes en Irak, il n'était plus question de rentrer dans ces considérations. Parce que la société américaine a été traumatisée par la guerre en Irak. Moi, j'ai connu des GIs quand j'étais aux États-Unis qui m'ont expliqué qu'ils avaient fait 3 engagements, 2 en Irak, 1 en Afghanistan, et à chaque fois, c'est des engagements de 2 ans avec une permission au bout d'1 an. Alors, il est marié, il a 2 enfants. Ça veut dire que pendant 2 ans, voilà, vous abandonnez votre famille, vous risquez votre vie. C'est traumatique comme expérience. Alors, le nombre de couples qui ont divorcé, de familles qui ont été brisées par ces guerres. Bon, il y a eu 3000 morts, des dizaines de milliers de blessés, mais aussi il y a eu des centaines de milliers de soldats qui sont partis là-bas et qui ont eu leur vie de famille complètement brisée. Et ça, la société américaine aujourd'hui, elle est plus capable de supporter un tel sacrifice. C'est ce qui a conduit en partie à l'élection de Trump en 2016. Parce que les Américains voyaient dans les démocrates, et notamment dans Hillary Clinton, des gens qui étaient beaucoup plus va-t-en-guerre, alors que Trump avait dit dès le départ, moi j'arrête les opérations extérieures. Je ramène les guys à la maison. Et là, il trouvait écho justement dans son électorat, le petit blanc, le redneck comme on l'appelle, du centre des États-Unis, pour qui l'armée, c'était une chance de promotion sociale parce que dans toutes ces régions touchées par la crise industrielle, les gens, voyaient dans l'armée la seule planche de salut. Enfin, tant qu'il n'y a pas évidemment de guerre où vous risquez votre vie. Et c'est ça, ces gens-là, l'électorat de Trump. Là, qu'est-ce qu'il va faire? On peut se poser la question, parce que le Trump de 2024 n'est pas le même de 2016. Il a plus d'expérience au niveau international. Il a fait des erreurs pendant son mandat, notamment le retrait des troupes américaines en partie de Syrie et l'intervention turque qui a suivi. Là, il arrive à mettre en place une administration beaucoup plus rapidement qu'en 2016-2017. Pendant 1 an, au début de son premier mandat, il y a tout un tas de postes qui est resté vacant parce qu'il trouvait pas des gens pour peupler l'administration, parce que beaucoup de personnes de qualité refusaient de travailler avec lui pour ne pas, briser leur carrière future, parce que travailler pour Trump, ça vous mettait quand même un petit peu hors jeu pour la suite. Mais maintenant qu'il a été réélu et que je dirais que le courant nationaliste populiste tend à s'imposer finalement comme une alternative politique aux États-Unis par rapport aux démocrates, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui franchissent le pas et qui acceptent volontiers de travailler avec l'administration Trump. Donc il sera à mon avis un peu plus efficace que la première fois, et il a compris que le conflit la compétition avec la Chine passait aussi par le Moyen-Orient, et qu'il fallait donc rester dans la région. Et puis surtout, Trump, c'est un fervent défenseur d'Israël. Jamais Israël n'a tant obtenu que sous le mandat de Trump. Le transfert de l'ambassade à Jérusalem, la reconnaissance officielle de l'annexion du Golan, par exemple, les accords d'Abraham également, que Trump considérait comme l'équivalent de Camp David par rapport au conflit israélo-arabe. Donc il y a des chances pour que Trump se montre beaucoup plus offensif finalement au Moyen-Orient que Biden et que lui-même pendant son premier mandat. Alors est-ce que ça marque un retour de l'Occident dans la région? On peut se poser la question. En tout cas, tous mes interlocuteurs au Moyen-Orient sont ravis de la victoire de Trump, que ce soit les Saoudiens, les Qataris, les Kurdes. Enfin, ceux qui sont pas contents, c'est les Iraniens et le régime syrien, par contre. Donc, est-ce que ça va se concrétiser? Est-ce que ça va se matérialiser? On le verra dans les prochains mois, notamment à partir du moment où il va véritablement être en charge de l'administration américaine, c'est-à-dire le 20 janvier 2025, quand il prendra possession véritablement du pouvoir, et que son équipe sera en place.
je pense que on aura un Trump qui sera assez différent. S'il le fait pas, ça sera pour le grand bénéfice de la Russie, de la Chine et de l'Iran dans la région. Voilà. Alors je vais conclure rapidement en disant que avec la crise syrienne, elle marque de toute évidence un tournant dans les relations internationales. L'échec des Occidentaux a changé le régime face à l'opposition ferme de la Russie, ferme donc la parenthèse d'hégémonie occidentale sur le monde qui s'était ouverte avec la chute de l'Union soviétique en 91. Elle a défendu le régime syrien, cette Russie, pour mettre un coup d'arrêt donc à cette hégémonie. Moscou et Pékin, ils ont fait bloc à l'ONU pour bloquer toute résolution contraignante contre le régime. Et pire des choses, ils ont changé les règles du jeu, même des négociations internationales, qui d'habitude se déroulaient à Genève ou à New York, et là, ça s'est déplacé vers Astana, au centre de l'Asie centrale, montrant que finalement, ils ne reconnaissaient plus la légitimité des institutions onusiennes comme New York ou Genève et qui constituaient leur propre instance de décision. On a là véritablement la matérialisation avec cette conférence d'Astana de ce que les Chinois et les Russes tentent de faire à travers la Banque de développement de Shanghai, la création d'un système financier alternatif à celui des États-Unis, notamment le fameux système SWIFT qui garantit les transferts financiers au niveau international et qui permet aux États-Unis de sanctionner un pays de façon unilatérale et des sanctions qui, pour le coup, pèsent. Ils ont profité donc de la faiblesse des Occidentaux qui, après l'affaire irakienne, notamment les États-Unis, n'ont plus eu envie de se lancer dans une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Ça rappelle finalement ce qui s'est passé après la guerre du Vietnam aux États-Unis, où les Russes ont envahi l'Afghanistan, parce que Jimmy Carter, après le Vietnam, une société américaine meurtrie n'avait plus envie de se lancer dans des opérations militaires de ce type. À mon avis, les Occidentaux ne vont plus agir comme les Américains en 2003 en envoyant des troupes sur le terrain. C'est le leading from behind qui va dominer, le diriger par l'arrière, pour ne pas exposer nos troupes. Et pour ça, il faut se trouver des proxys sur le terrain qui fassent le travail à notre place. Le problème, c'est que les proxys, c'est pas forcément des mercenaires qui nous obéissent au doigt et à l'œil. Ils ont leur propre agenda. Les Kurdes, par exemple, ils ont un agenda qui est on veut un État kurde en Syrie. Bon, très bien, d'accord. Le problème, c'est que si on les suit, on se met à dos la Turquie, pour qui c'est un casus belli. Et c'est ce qui a contribué d'ailleurs à pousser la Turquie du côté des Russes pendant la guerre civile syrienne. Donc, voilà, quand on n'intervient pas directement sur le terrain, on n'expose pas nos troupes. Et c'est moins dangereux politiquement ensuite parce que en France, dès qu'on perd des soldats sur évidemment les théâtres extérieurs, tout de suite il y a débat au Parlement, ça pose problème, etc. Lorsque c'est les Kurdes qui reprennent Raqqa et qui se font tuer, et là ça pose moins évidemment de problèmes. Mais ça peut poser des problèmes dans un second temps parce qu'après il faut gérer la Turquie, il faut gérer les relations avec la Turquie. Alors aujourd'hui, avec ce qui se passe en Syrie, on peut se poser les questions de savoir si l'Occident a encore les moyens de son ambition en Syrie. Est-ce que on pourrait intervenir par cette façon indirecte pour faire tomber le régime de Bachar el-Assad? Les Israéliens ont prévenu Assad qu'il risquait de le tuer si, comme ils ont fait avec Nasrallah, s'il avait un rôle actif aux côtés des Iraniens contre Israël. C'est pas impossible qu'ils en arrivent à cette extrémité, parce que là on verrait comme c'est un régime familial, on verrait vraiment un effondrement du système et une lutte pour le pouvoir entre généraux alaouites, mais aussi une lutte pour le pouvoir entre alaouites et sunnites qui serait à mon avis fatale au régime syrien, qui plongerait sans doute la Syrie dans le chaos, mais il faut pas croire que dans la stratégie des puissances, et notamment en Orient, la recherche de la stabilité soit une fin en soi.
que ce soit les Iraniens, les Israéliens, les Turcs et les Russes, des situations chaotiques dans leur périphérie, c'est pas pour les déranger, bien au contraire. Nous, en France, en Europe, bon voilà, on voudrait la stabilité, la paix, etc. Donc, mais toutes les puissances, et je dirais la majorité des puissances, n'ont pas cette stratégie. Bien au contraire, la stratégie du chaos, c'est quelque chose qui peut être intéressant en termes géopolitiques. Alors, quid de la France dans cette situation? En Syrie, ça a été un véritable fiasco, hein, comme je l'ai dit. Et on est quasiment hors jeu aujourd'hui en Syrie, pas mal hors jeu également au Liban, mais plus généralement dans tout le Moyen-Orient. Ce qui est dommage parce qu'en fait, après le Brexit, seule la France dispose d'une armée capable en Europe d'intervenir à l'extérieur avec efficacité. Et donc on aurait quand même une carte à jouer. Mais le problème, c'est que nos partenaires européens répugnent à employer la violence et préfèrent les négociations et préfèrent l'arme humanitaire. Mais je vois bien, l'Europe, dans la crise syrienne, elle a dépensé plus de 25 milliards de dollars jusqu'à présent, 25 milliards d'euros jusqu'à présent. On a accueilli plus d'1 million de réfugiés syriens, ce qui a contribué en Allemagne à déstabiliser d'ailleurs Angela Merkel parce que ça a fait monter l'AfD. Et donc on a beau déverser des dizaines de milliards sur ces crises en périphérie de la Méditerranée, pensant pouvoir stabiliser la région, finalement ça fonctionne pas et ce sont d'autres acteurs qui en tirent les bénéfices. Et nous, on est le réceptacle de ces mouvements migratoires qui ne font que s'amplifier et qui contribuent à la déstabilisation politique des différents pays européens. Et qui dit déstabilisation politique, on le voit bien en France encore aujourd'hui, dit faiblesse au niveau géopolitique international, ce qui fait évidemment le jeu des Russes, des Chinois et des Iraniens. L'arme migratoire, c'est une arme que manient les Russes et les Turcs contre nous. Hein. Il faut en être conscient. Ils savent très bien que ça fonctionne, que la paralysie politique des grandes puissances européennes leur permettra de mettre la main sur l'Ukraine sans problème. Donc, ne pas être naïf par rapport à tous ces instruments. Et la France devrait quand même prendre la tête, au lieu de se penser comme puissance médiatrice, parce qu'on n'est pas la Suisse, on n'est pas la Norvège, on devrait quand même être une puissance beaucoup plus offensive, quitte à tordre le bras un peu à nos partenaires européens, parce que si on continue à être dans ce consensus mou européen, on sera complètement hors jeu du Moyen-Orient. Or, les pays du Moyen-Orient, comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats, qui investissent en France ou ailleurs, ils investissent chez des gens sérieux, qui sont capables de les défendre, qui montrent leur force, et pas des gens qui se contentent de négocier de façon inefficace. Donc, si l'Europe et la France veulent être respectées dans leur zone de voisinage, elles n'ont pas d'autre choix que d'investir davantage dans le militaire plutôt que dans l'humanitaire. Voilà, ce sera ma conclusion. Donc si vous avez des questions, je ne sais pas de combien de temps on dispose. Oui. On peut prendre 3 questions et puis je répondrai à la suite. Vous pouvez parler plus fort, je n'entends pas. Oui, merci beaucoup pour votre conférence très, très claire. Juste une question.
qui arme les milices islamiques actuellement, là, le HST? C'est quand même étonnant parce qu'ils étaient finalement dans cette zone de Idlib. Vous avez parlé de soutien et d'aide humanitaire très importante, notamment occidentale. Mais qui est-ce qui les arme? Comment se fait-il qu'ils puissent se ressortir de leur cachette avec autant de puissance finalement? Voilà. Merci. Ouais. Une autre question? Oui, bonsoir. Le rôle de la Turquie est évidemment important, tout à fait à l'ouest de votre carte, enfin pas très loin des côtes. Vous avez Chypre, dans lequel il y a une forte présence turque, et donc l'Union européenne est frontalière de cette zone-là. Quelle influence ça peut avoir sur la politique de l'Union européenne d'être aux portes de ce chaos? Oui. Bonsoir. Avez-vous des éléments concernant l'état de l'opinion publique à Damas ou même dans la région de Latakia, dans la zone alawite dont vous avez parlé tout à l'heure? Et justement, quelles sont les préoccupations? Quel est l'état d'esprit de la population par rapport justement à cette crise qui s'enlise? Merci. Ouais. Alors bon, j'ai déjà répondu à ces trois questions. Donc la question tourne autour de la Turquie. Parce que qui finance HTS, qui soutient HTS? Bon bah c'est largement la Turquie, hein, la Turquie qui les ont protégés, comme j'ai dit, de l'éradication en 2020. De toute façon, vous voyez où c'est situé, Idlib, c'est complètement collé contre la frontière turque. Donc le carburant, les armes, les hommes, la nourriture, tout arrive de Turquie. Hein. Qui soutient HTS? Bah c'est nous aussi, puisque l'aide humanitaire qui permet de nourrir la population et qui permet à HTS de clientéliser la population, c'est l'UNHCR, c'est le PAM, c'est toutes les organisations onusiennes, c'est toutes les ONG financées par l'Union européenne, financées par le centre de crise, qui financent aussi indirectement HTS. Hein, il faut en être conscient, parce que sinon ils devraient consacrer une partie de leurs revenus à nourrir leur population, mais si c'est l'Inde internationale qui le fait, ils peuvent garder leurs revenus pour acheter des armes et entraîner leurs djihadistes. Hein, c'est toute aussi la contradiction qu'on peut avoir quand on se veut puissance humanitaire. On entretient aussi des gens qui nous veulent du mal. Alors, vous avez parlé ensuite de Chypre. Effectivement, bon, faut quand même savoir que toujours la Turquie occupe le nord de Chypre, et je pense que pour la Syrie, la Turquie a la même stratégie, c'est qu'elle veut créer une zone de sécurité dans le nord de la Syrie, à la place déjà pour éliminer les Kurdes, éliminer toute velléité d'avoir un État kurde, pour empêcher une nouvelle vague de réfugiés sur son territoire. Et pouvoir peut-être en renvoyer une partie et contrôler ainsi définitivement la périphérie de la Turquie. Ça rentre dans la stratégie finalement néo-ottomane d'Erdogan, qui veut rétablir l'Empire ottoman, alors non pas territorialement, mais en termes de zone d'influence. À l'égard des pays du Moyen-Orient et du Maghreb, également à l'égard des Balkans. Hein, puisque en Bosnie, en Albanie, on a une très forte influence turque, hein, et à l'égard de l'Europe occidentale, puisque l'objectif d'Erdogan, à travers les écoles turques qui se multiplient, par exemple en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, c'est de fédérer les musulmans d'Europe occidentale, divisés entre Tunisiens, Algériens, Marocains, divers, etc., de les réunir derrière finalement la Turquie et les infrastructures, notamment éducatives turques. Je sais pas à Toulon, mais nous à Lyon, à Vénissieux, on a une école turque qui s'est montée de la maternelle jusqu'au lycée, avec bien des velléités de faire une université. C'est à Vénissieux, l'enseignement public à Vénissieux
comme dans beaucoup de collèges de banlieue, malheureusement assez mal en point. Et donc les parents d'origine immigrée mettent leurs enfants dans cette école, où les cours sont en français, ils sont pas en turc, pour avoir de la discipline, pour avoir des enfants qui étudient sérieusement. C'est une école privée. Bon, ça c'est la stratégie néo-ottomane d'Erdogan. Vraiment. Et à l'égard donc de la Méditerranée orientale, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas tellement de rapprochement entre Chypre Nord et Chypre Sud, bien au contraire, puisque Erdogan veut revenir sur le traité de Lausanne de 1923, le traité de Sèvres, qui a mis fin à la Première Guerre mondiale entre la Turquie et les puissances alliées. Il veut revenir sur le découpage des eaux territoriales, notamment de la zone économique exclusive, qui est largement sous contrôle grec, puisque c'est la Grèce qui a récupéré les îles de la mer Égée et de Chypre, pour bloquer notamment un éventuel gazoduc qui viendrait d'Israël et d'Égypte, puisque dans cette zone de Méditerranée, vous avez du gaz offshore qui a été découvert et qui pourrait constituer une alternative aussi au gaz russe. Ça demande quand même pas mal d'investissement. En étendant cette zone économique exclusive, eh bien, la Turquie nous obligerait à passer par elle pour le passage du gazoduc. Se situer vraiment comme pays clé entre l'Europe et le Moyen-Orient et la Russie, en activant justement les différents leviers pour tirer bénéfice à la fois de la Russie, à la fois de l'OTAN, à la fois de l'Europe. C'est ce qu'elle fait par exemple en retenant les migrants. On paye la Turquie pour qu'elle empêche les migrants de passer. Alors, ça nous coûte officiellement 1 milliard et quelques sur 5 ans pour l'aide à l'entretien des migrants qui sont sur le territoire turc. Mais ça, en fait, ça c'est la goutte d'eau. Ça, c'est ce qu'on annonce. Parce que vous savez que la Turquie est toujours candidate à l'intégration de l'Union européenne. Et alors que rentrera, à mon avis, jamais. Enfin, pas en tout cas dans l'état où elle est aujourd'hui, puisque c'est quand même une dictature. Mais en tant que pays candidat, régulièrement, on ouvre de nouveaux chapitres d'intégration et elle obtient les subventions qui vont avec, c'est-à-dire plusieurs milliards pour mettre à niveau l'agriculture turque, plusieurs milliards pour mettre à niveau l'industrie turque, etc. Et donc, on nous annonce que l'Union européenne, dans ses négociations avec la Turquie pour garder les migrants, on a dépensé 1 milliard et quelques sur 5 ans, mais en fait, on a dépensé beaucoup plus, parce que la Turquie joue de ce chantage à la migration pour obtenir une rente par rapport à l'Europe, et puis pour acheter aussi notre silence par rapport à la répression qui existe en Turquie, et sa stratégie d'épuration ethnique à l'égard des Kurdes. On voit guère l'Union européenne protester quand la Turquie bombarde le Nord Syrie, détruisant les stations d'eau, les stations électriques. Je reviens de Syrie, de Hasakeh, une ville de 600 000 habitants qui était alimentée par une source qui aujourd'hui est contrôlée par la Turquie. Ils ont coupé la source. Et donc on a 600 000 habitants plus les banlieues, 1 million d'habitants, qui sont ravitaillés par camion-citerne parce qu'il n'y a pas d'autre source d'eau. Et donc des gens qui dépensent 25-30% de leurs revenus juste pour l'eau. Et puis toutes des ONG, tous des programmes de l'Union européenne pour alimenter en eau par camion-citerne cette ville, parce qu'il n'y a pas d'autres solutions. Donc effectivement, la Turquie organise comme un foyer de déstabilisation dans l'est de la Méditerranée qui nous pose un sérieux problème. Et il y avait une troisième question. L'opinion publique. L'opinion publique en Syrie. Oui, j'ai eu quelques informations, bien sûr. Les gens sont tétanisés, ils ont très peur. Alors, évidemment, on vous montre dans les médias des scènes de liesse, de fraternité, quand les djihadistes sont rentrés à Alep, le fils qui retrouve son père, donc ils s'embrassent. Ben oui, effectivement, ils ne sont pas vus depuis 10 ans, donc le fils était dans l'opposition, il s'est réfugié à Idlib, il retrouve sa maison, ses parents à Alep, donc c'est normal qu'ils s'embrassent.
Il n'y a pas de journalistes étrangers qui filment ça. Les journalistes que vous avez, c'est des journalistes HTS ou des journalistes turcs chargés d'envoyer des images justement rassurantes. Moi, j'ai appelé des amis à Alep, à Damas. Eux, ils sont tétanisés. Les chrétiens, tous ceux qui ont eu le temps, ils sont partis. Il n'était pas question qu'ils restent à Alep sous contrôle de HTS. Une amie dont la famille est restée à Alep, elle est réfugiée en Allemagne et sa famille est restée à Alep. Elle est sunnite pourtant. Elle n'a qu'une obsession, c'est les faire sortir d'Alep. Parce qu'ils savent très bien comment ça va se terminer. Ça va se terminer comme un Raqqa. Au début, ils sont charmants, ils distribuent du pain à la population, et puis ensuite, ils imposent leur totalitarisme. Il faut pas se leurrer. Alors à Damas, on est loin du front, donc on se sent davantage en sécurité. Ils espèrent évidemment que les Russes et les Iraniens réagissent, mais ils sont des gens qui étaient pourtant loyaux à Assad. Ils sont de plus en plus dubitatifs à son égard. Ils commencent à le contester, ils commencent à avoir une forte contestation en se disant qu'il n'est plus l'homme de la situation, que son obsession à ne pas vouloir négocier, à attendre que ça soit les autres qui acceptent ces conditions, ça commence à peser. Surtout que dans le camp des vainqueurs est quand même le camp des misérables. L'armée syrienne, les fonctionnaires syriens, ils gagnent entre 10 et 20 dollars par mois. Il vous en faudrait 300 à 400 pour pouvoir nourrir une famille. Les seuls qui s'en sortent, c'est ceux qui ont de la famille à l'étranger et qui renvoient de l'argent tous les mois. Ou alors ceux qui sont à des positions clés et qui raquettent les autres à travers des bakchiches. Donc il y a quand même une fatigue du camp loyaliste, une interrogation sur l'avenir et sur la capacité d'Assad à redresser le pays, et se dire que tant qu'il est au pouvoir, finalement, il y aura pas de solution. Après, chez les Alaouites, là aussi, ils se posent des questions sur le chef. Et eux, de toute façon, il sera clair que la solution pour eux, c'est de se barricader sur la côte en cas de perte du pouvoir à Damas, c'est de créer un espèce d'État alaouite. De toute façon, si le régime s'effondre, à mon avis, la Syrie explose. On peut prendre quelques questions encore ou... Alors, bonsoir. Merci d'abord pour cet exposé très intéressant. J'avais une petite question vis-à-vis des populations chrétiennes dans la région, et plus particulièrement en Syrie, pour leur sort. Ça veut dire, est-ce que l'avenir va être noir? Est-ce qu'ils sont... leur destin doit passer par le fait d'abandonner la région? Ou peuvent-ils encore survivre dans la région, comme c'est déjà le cas sous le régime d'Assad? Merci. Si on prend le cas de la Syrie, vous aviez en 2011 5% de chrétiens, ça voulait dire à peu près 1 million de chrétiens en Syrie. Aujourd'hui, il en reste peut-être 200 000, essentiellement des personnes âgées, parce que les jeunes avec famille, ils ont préféré partir. On est de toute façon au Proche-Orient dans un processus historique de départ des chrétiens. L'Irak, pareil, 10% de la population en 2003, aujourd'hui moins de 1%, quelques communautés réfugiées au Kurdistan ou dans la plaine de Ninive, à Karakosh ou ailleurs, et qui continuent à partir, voilà. Non, le Liban, on est à quoi? On est à 30% de chrétiens, enfin si on compte la population libanaise, mais si vous ajoutez les réfugiés syriens et autres, les chrétiens au Liban, c'est aujourd'hui 20% des résidents seulement. Avec pareil cette guerre qui les pousse encore à quitter le Liban. Il y a pas beaucoup d'espoir pour les minorités chrétiennes. Pas beaucoup d'espoir pour les minorités tout court, en fait.
parce que même les Yézidis, même les Ismaéliens, les Druzes, etc., enfin, qui sont en minorité dans ces régions, ils sont victimes de l'intégrisme, ils sont victimes, ils n'ont pas d'avenir dans ce genre de pays. Ils n'ont plus d'avenir dans ce genre de pays. C'est tout ce que je peux dire. Bien, merci, on va peut-être commencer. Bon, il y a un mot que je voulais dire au départ, et les dernières questions l'ont montré. Aujourd'hui, Fabrice Valence nous a parlé surtout de géopolitique, mais il a dit dès le début, je vais faire de la géopolitique, parce qu'on pourrait faire de la sociologie de la Syrie, ce qui est très important aussi, parce que l'un alimente l'autre. Dans son livre, il y a une description sociologique de ce qui s'est passé, de ce qui se passe en Syrie, et qui est le soubassement de toutes ces tensions, et qui est extrêmement clair et qui permet d'éclairer un peu de toute cette situation. Parce qu'en fait, on a bien les deux. Dans le monde dans lequel on vit, il y a des problèmes de personnes, de communautés, des problèmes de société, et puis il y a des problèmes de pouvoir, de puissance, de chefs d'État, et quelquefois, ça c'est pas en ligne. Mais les deux s'imbriquent, et les chefs d'État instrumentalisent les tensions sociétales ou sociales à des fins géopolitiques. C'est toute la complexité du monde et que tu as déjà bien illustrés, mais qui sont très très clairement identifiés dans le livre dont tu as parlé. Moi, c'était un peu le thème de cette conférence, c'était de montrer en quoi ce qui se passe en Syrie illustre le monde dans lequel on vit. Et oui, et les dernières phrases étaient quand même assez lourdes. Et je pense qu'on sent tous un peu le poids d'un constat compliqué. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas le monde que nous attendions. Il est beaucoup plus brutal, il est beaucoup moins, il porte moins à l'optimisme, il est moins occidental aussi. Il faut l'expliquer, il faut aussi comprendre ça, c'est que notre vision du monde n'est pas partagée et que ça fait partie du jeu, j'allais dire, et cette humilité intellectuelle que nous devons avoir pour comprendre que les gens ne partagent pas nécessairement notre point de vue, voilà, et qu'il faut faire avec parce que c'est le monde dans lequel on est et on travaille dans le monde réel. Eh bien, je pense que ça fait partie de l'équation et tu l'as très bien dit, la nécessité d'être lucide, de perdre notre naïveté. C'est difficile de dire ce qu'on voit, mais c'est encore plus difficile de voir ce que l'on voit. C'était Peggy qui disait ça il y a à peu près 100 ans. Et non, même avant, puisque c'était avant la Première Guerre mondiale, parce qu'il est mort pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, il faut voir ce que l'on voit et accepter de le voir. C'est pas toujours facile. Être lucide. Et puis tu l'as dit également, et je pense que ça fait partie de l'équation, mais c'est pas simple. C'est d'être courageux, parce que la posture assez confortable que nous avons tous, il faut le reconnaître, ça fait partie un peu c'est le fruit de 40 ans de domination hégémonique, c'est-à-dire d'être sur notre montagne, à commenter, à donner des leçons aux gens, à donner des leçons d'humanité, d'humanisme quand on est confortablement assis dans un amphi, c'est plus simple lorsqu'on est sous les bombes à Alep. Cette posture, elle est d'abord, elle est pas très décente, mais en plus elle est absurde. Elle n'agit pas sur le réel. Je pense que tu l'as bien dit. À un moment, il faut savoir agir et on n'agit pas les mains propres. Il faut savoir faire son choix et choisir où se salir les mains pour essayer de régler les problèmes qui sont face à nous. C'est l'affaire on rentre dans un nouveau monde et c'est un monde. Il nous prendra 1, 2, 3 générations pour essayer de retrouver une stabilité. Et je pense que on n'a pas fini de parler de la Syrie, on n'a pas fini de parler du Moyen-Orient, on n'a pas fini de parler de ce monde qui nous entoure, qui est le nôtre. On peut pas le regarder comme s'il était à la télé, comme si on était à la télé. C'est le nôtre, car tu l'as aussi bien dit. Ce qui se passe là, tôt ou tard, aura un impact chez nous, dans nos rues, dans nos vies tout court. Merci beaucoup, Fabrice. Merci à vous. La prochaine conférence sera le 16 janvier dans un amphi de 500 places, l'amphi 500 à côté d'ici, et ça sera un diplomate qui viendra, Jean-Maurice Ripper, qui a été ambassadeur en Chine, ambassadeur en Russie, ambassadeur à l'ONU. Voilà, il nous donnera un point de vue de diplomate. D'accord.